J'ai le sentiment que l'objectif de cette Super League, c'est d'abord pour les clubs, les 12 clubs qui en sont les porteurs ou les promoteurs, c'est clairement améliorer leur modèle économique. Moi, ça fait 30 ans que j'entends parler de Super League et effectivement, c'était jusqu'à présent surtout utilisé comme un moyen de pression pour les gros clubs pour percevoir une plus grosse part du gâteau, on va dire, hein, dans une négociation avec notamment l'UEFA. Aujourd'hui, la chose qui a changé, c'est que quand on regarde les propriétaires de ces clubs, il y a une majorité de propriétaires qui ne sont plus des propriétaires nationaux et historiques, mais qui sont des propriétaires américains pour les clubs anglais pour la plupart, voire des fonds de pension. Donc, probablement que les promoteurs effectivement de cette idée-là, ils ont à la fois une banque, le nom a été cité, c'est JP Morgan qui est dans la boucle, mais il y a probablement également des diffuseurs qui ont fait part de leur intérêt. Aujourd'hui, les chiffres qui sont avancés, c'est qu'il y a déjà plusieurs milliards, entre 4 et 5 milliards d'euros qui seraient potentiellement sur la table. Leur lien avec le territoire concerné est beaucoup plus ténu que par le passé et leur connaissance, leur compréhension et leur intérêt pour le modèle européen est aussi assez faible. Moi, je ne suis pas certain que les supporters anglais aujourd'hui soient ravis, à Liverpool par exemple, que demain, il n'y ait potentiellement plus de match Liverpool-Everton, qui est la rivalité historique auquel ils sont très très attachés. C'est aussi plutôt vers ça qu'on devrait tendre, c'est-à-dire qu'on garde ce lien fort avec le territoire, avec les supporters locaux, et pas forcément avec les supporters qui sont en Asie, aux États-Unis ou ailleurs. Le risque effectivement de cette Super League, pour l'instant, bien évidemment, personne ne parle de ne plus participer aux championnats nationaux. Mais à un moment donné, si cette Super League se crée, les écarts vont être tels en termes de moyens financiers que même si les matchs en question perdurent, ils n'auront plus forcément beaucoup de signification sportive au regard de la puissance financière des clubs qui participeront à la Super League. Et deuxième chose, il y a un gros risque aussi sur les calendriers pour les équipes nationales, puisque les systèmes qui sont sur une approche strictement économique, ils vont vouloir organiser plus de matchs et plus de matchs rentables. Et ça veut dire prendre un peu plus de dates. Il y a déjà effectivement des saisons très très longues pour les meilleurs joueurs à 70 ou 80 matchs par saison. Quand vous ajoutez les matchs des équipes nationales, et c'est bien le problème qu'on rencontre aujourd'hui par exemple dans le basket, eh bien à un moment donné, les deux logiques rentrent en contradiction et en collision. C'est aussi exclure clairement et définitivement beaucoup de pays de la compétition. Donc, est-ce que le gain au final pour l'ensemble du système, il va être réel? Moi, j'en suis pas certain. Si vous ne concernez plus la Grèce, je sais pas, la Bulgarie, la Pologne, mais peut-être aussi les Pays-Bas et la Belgique, qui sont moins loin économiquement potentiellement de cette compétition-là aujourd'hui, est-ce que les spectateurs vont suivre? Est-ce que les télés vont y retrouver leur intérêt en termes d'audience dans la durée? J'en suis pas certain. C'est vrai que le droit de rêver dans le système actuel, le droit de rêver que même un petit club arrive à s'insérer dans les phases finales de la Champions League, il existe ce droit de rêver. Dans le système à venir, il n'existe plus. Et si effectivement on ferme la compétition, là, ce rêve, pour le coup, il est terminé. Ce n'est plus possible.